Deuxième partie, 1971-1975, le chapitre 6, mon rôle d'inquisiteur. Selon nos contrats avec le gouvernement indonésien, la Banque asiatique de développement et USAID, un membre de notre équipe devait aller visiter toutes les importantes agglomérations de la région qui seraient touchées par la stratégie globale. C'est moi qui fus désigné pour cette tâche. Charlie me dit « Tu as survécu à l'Amazonie. Tu sais comment échapper aux insectes, aux serpents et à l'eau polluée. » En compagnie d'un chauffeur et d'un interprète, je visitais plusieurs endroits magnifiques et logés dans des maisons plutôt lugubres. J'ai rencontré des dirigeants politiques et commerciaux et recueilli leurs opinions sur les chances de croissance économique. Ils semblaient toutefois intimidés par ma présence et réticents à partager ces informations avec moi. Invariablement, ils me disaient que je devais les vérifier auprès de leurs patrons, des agences gouvernementales ou des sièges sociaux à Jakarta. J'avais parfois l'impression qu'il existait une conspiration contre moi. Ces voyages étaient habituellement très brefs, ne durant pas plus de 2 ou 3 jours. Entre-temps, je retournais à la Wisma de Bandung. La gérante avait un fils un peu plus jeune que moi, qui s'appelait Rasmon, mais que tout le monde, sauf sa mère, appelait Razi. Comme il étudiait l'économie dans une université locale, il s'intéressa immédiatement à mon travail. En fait, je croyais qu'il finirait par me demander un emploi. Il entreprit de m'enseigner le bahasa indonésien. La plus grande priorité du président Sukarno, après que l'Indonésie eut obtenu son indépendance de la Hollande, fut la création d'une langue facile à apprendre. On parle environ 350 langues et dialectes dans toute l'archipel et Sukarno comprit que son pays avait besoin d'une langue commune afin que les gens de toutes les îles et de toutes les cultures puissent communiquer facilement entre eux. Il recruta donc une équipe internationale de linguistes et le bahasa indonésien fut l'heureux résultat de leur travail. Basé sur le malais, il évite plusieurs changements de temps, les verbes irréguliers et diverses autres complications qui caractérisent la plupart des langues. Dès le début des années 70, la majorité des Indonésiens le parlaient, tout en continuant à utiliser couramment le javanais et d'autres dialectes locaux dans leur communauté. Razi était un excellent professeur, plein d'humour et comparativement au shuar ou même à l'espagnol, le bahasa indonésien était facile à apprendre. Comme il possédait un scooter, il décida de l'utiliser pour me faire connaître sa ville et son peuple. « Je vais te montrer un aspect de l'Indonésie que tu n'as jamais vu », me promit-il un soir en m'exhortant à m'asseoir derrière lui sur son motocycle. Nous passâmes devant des spectacles d'ombres chinoises, des musiciens jouant des instruments traditionnels, des cracheurs de feu, des jongleurs et des vendeurs de rue offrant un éventail de marchandises inimaginables, allant des cassettes américaines de contrebande à de rares artefacts indigènes. Finalement, nous nous sommes arrêtés dans un petit café dont les jeunes clients, tous indonésiens, étaient vêtus et coiffés comme les spectateurs des concerts des Beatles dans les années 60. Razi me présenta un groupe d'amis installés autour d'une table et nous nous sommes assis avec eux. Tous parlaient l'anglais, plus ou moins bien, mais ils m'encouragèrent dans mes efforts pour communiquer avec eux en bahasa. Ils me demandèrent pourquoi les Américains n'apprenaient pas leur langue. Je ne sus que répondre. Je ne pouvais leur expliquer non plus pourquoi j'étais le seul Américain, voire le seul occidental, présent dans cette partie de la ville alors qu'ils s'en trouvaient plusieurs au club de golf et de tennis, dans les restaurants huppés, dans les cinémas et dans les supermarchés. Je n'oublierai jamais cette soirée, où Razi et ses amis me traitèrent comme l'un des leurs. Partager leur nourriture et leur musique, sentir l'odeur de girofle de leurs cigarettes ainsi que les autres arômes qui leur étaient coutumiers, blaguer et rire avec eux, cela me rendit euphorique. C'était exactement comme dans les Peace Corps et je me demandais pourquoi j'avais préféré voyager en première classe, séparé de ces gens-là. Alors que la soirée avançait, ils s'intéressèrent davantage à mes opinions sur leur pays et sur la guerre que faisait le mien au Vietnam. Chacun d'eux était horrifié par ce qu'ils appelaient une invasion illégale, et ils furent soulagés d'apprendre que je partageais leurs sentiments. Quand nous nous retournâmes à la pension, il était très tard et toutes les lumières y étaient éteintes. Je remerciai vivement Razi de m'avoir invité dans son monde, et il me remercia de m'être ouvert à ses amis. Après nous être promis de récidiver, nous nous donnâmes l'accolade et nous nous dirigeâmes vers nos chambres respectives. Cette escapade en compagnie de Razi me donna le goût de passer désormais plus de temps loin de l'équipe de Maine.
Le lendemain matin, au cours d'une rencontre avec Charlie, je lui dis que j'avais beaucoup de difficultés à obtenir des informations des gens de l'endroit. De plus, la plupart des statistiques dont j'avais besoin pour établir mes pronostics économiques, je ne pourrais les trouver qu'aux bureaux gouvernementaux de Jakarta. Nous nous mîmes donc d'accord sur le fait qu'il me faudra aller passer une semaine ou deux dans la capitale. Comme je semblais répugner à quitter Bandung pour ce séjour dans la trépidante métropole, il m'exprima sa sympathie. Secrètement, cependant, j'étais très heureux d'avoir l'occasion d'explorer Jakarta tout seul et de rester au chic hôtel Intercontinental Indonesia. Rendu dans la capitale, toutefois, je m'aperçus que je voyais maintenant la vie différemment. La soirée passée avec Razi et ses jeunes amis, tout comme mes voyages à travers le pays, avaient changé ma perception. Je voyais mes compatriotes sous un autre jour. Je ne trouvais plus aussi belles les jeunes épouses des hommes d'affaires. La clôture de chêne autour de la piscine de l'hôtel et les barreaux d'acier aux fenêtres du rez-de-chaussée, que j'avais à peine remarqués auparavant, me semblaient maintenant menaçants. Même la nourriture des élégants restaurants de l'établissement me semblait insipide. Je remarquai aussi autre chose. Au cours de mes rencontres avec les dirigeants politiques et les présidents de compagnie, je pris conscience de la subtilité avec laquelle ils me traitaient. Je ne m'en étais pas aperçu auparavant, mais maintenant je voyais bien que plusieurs d'entre eux n'aimaient vraiment pas ma présence. Par exemple, quand ils me présentaient à l'un d'eux, ils utilisaient souvent des termes bahasa qui, d'après mon dictionnaire, signifiaient inquisiteur et interrogateur. Je leur cachais volontairement ma connaissance de leur langue. Même mon interprète croyait que je ne savais que quelques phrases types. Je m'étais procuré un bon dictionnaire, bahasa anglais, que je consultais d'ailleurs souvent après ces rencontres. Ces appellations n'étaient-elles que des coïncidences langagières, ou bien interprétais-je mal mon dictionnaire? J'essayais de me convaincre que c'était le cas. Pourtant, plus je passais de temps avec ces hommes, plus j'étais persuadé que j'étais un intrus avec qui ils avaient reçu l'ordre de coopérer et qu'ils n'avaient pas le choix. Je ne savais pas si cet ordre était venu d'un ministre du gouvernement, d'un banquier, d'un général ou de l'ambassade américaine. Je savais seulement que, même s'ils m'invitaient dans leur bureau, m'offraient du thé, répondaient poliment à mes questions et semblaient être heureux de ma présence, la résignation et la rancœur les habitaient. En conséquence, je me mis à douter de leurs réponses à mes questions et de la validité des données qu'ils me fournissaient. Par exemple, jamais je ne pouvais me rendre simplement à un bureau avec mon interprète pour y rencontrer quelqu'un. Il fallait d'abord fixer un rendez-vous. Cela n'avait rien en soi d'inusité, sauf que c'était une énorme perte de temps. Comme les téléphones fonctionnaient très mal, nous devions nous déplacer à travers des embouteillages dans un réseau de voies si compliqué qu'il fallait 1 heure pour se rendre quelques rues plus loin. Rendu là, nous devions remplir plusieurs formulaires. Finalement, un secrétaire arborant le célèbre sourire courtois des Javanais venait m'interroger sur le genre d'informations que je désirais, puis il fixait la date du rendez-vous. Ce rendez-vous était toujours établi pour plusieurs jours plus tard, et quand la rencontre avait finalement lieu, on me remettait une chemise de documents. Les industries me fournissaient leurs plans quinquennaux ou décennaux, les banques présentaient des tableaux et des graphiques, et le gouvernement la liste des projets sur le point de quitter les planches à dessin pour devenir des moteurs de croissance économique. Toute cette information fournie par les capitaines d'industrie et le gouvernement, ainsi que celle qui me fut transmise de vive voix, indiquait que Java connaîtrait un essor économique sans précédent. Personne, absolument personne, ne mettait en doute cette prémisse ni ne m'a jamais fourni aucune information négative. Alors que je m'en retournais à Bandung, je m'interrogeais toutefois sur toutes ces expériences car il y avait là quelque chose de profondément troublant. Je compris que toutes mes activités en Indonésie relevaient plus du jeu que de la réalité. C'était comme une partie de poker. Nous cachions bien notre jeu. Nous ne nous faisions pas mutuellement confiance, ni ne comptions sur la fiabilité de l'information que nous partagions. Pourtant, il s'agissait d'un enjeu extrêmement sérieux, dont l'issue aurait des conséquences sur la vie de millions de personnes pendant des décennies.